pays du thé, mais qui aime le vin. La France, pays du vin, mais qui aime le thé, ont beaucoup de choses à se dire. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et actuellement sénateur. Né à Poitiers, il est diplômé de l'université Paris 2 Assas et de l'école parisienne ESCP Europe. Il est entré en politique en 1977 lorsqu'il a été élu député de Poitiers. Il a ensuite exercé la fonction de ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. En mai 2002, il est choisi par le président Jacques Chirac comme Premier ministre. Lors des élections législatives de mars 2004, le parti de droite au pouvoir a perdu la majorité. Pour assumer sa fonction, Raffarin présente sa démission au président Chirac. Ce dernier le renomme immédiatement Premier ministre. Pendant la période du SRAS en 2003, en tant que Premier ministre, Raffarin était venu en visite officielle en Chine, devenant le premier dirigeant occidental à faire une visite d'État en Chine. Il a été chaleureusement accueilli en Chine, gagnant le respect du peuple chinois et le surnom de vieil ami de la Chine dans les médias. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, bienvenue en Chine, bienvenue à Beijing. Merci, merci de votre accueil. Et vous avez été le premier dirigeant occidental à vous rendre en Chine pendant la période du SRAS en 2003 en tant que vieil ami de la Chine. Donc, est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois que vous êtes venu en Chine? Non, je ne sais pas. Je sais que je suis venu pour la première fois en 1971. Je suis revenu en 1976. Vous n'étiez pas né. Je suis revenu souvent. Et cette année, en 2013, je viens 6 fois. Et les médias chinois disent que vous avez des liens privilégiés avec la Chine. J'aime beaucoup la Chine, j'aime sa civilisation, j'aime le peuple chinois, j'ai beaucoup d'amis personnels chinois. Mon épouse à Paris a beaucoup de sensibilité à la Chine également, elle apprend le chinois et donc dans ma famille, la Chine est une source de réflexion, de culture, de civilisation et c'est un bonheur partagé. Et cette fois-ci, c'est en tant que chef de la délégation de l'Assemblée nationale française que vous êtes venu en Chine. Donc, quels étaient vos buts? Nous avons 2 délégations simultanées à Pékin. Une délégation de parlementaires, de députés, qui sont des jeunes talents, des forts potentiels, des gens qui un jour dirigeront la France. Et j'ai voulu les inciter à connaître la Chine dès leur jeune responsabilité. Et donc, ces jeunes sont à Pékin, ils vont à Shanghai, ils iront ensuite à Chengdu. Et puis, il y a une deuxième délégation de chefs d'entreprise, 30 chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui à Pékin et qui, demain, vont à Chengdu pour l'inauguration de la grande foire de l'Ouest dans le Sichuan. J'ai avec le Sichuan des liens affectifs, de tendresse. Je n'oublie pas le malheur que fut le tremblement de terre et tout ce qui se fait aujourd'hui au Sichuan est marqué par le courage d'un peuple que je respecte beaucoup. Et jusqu'à maintenant, quels ont été les résultats obtenus? Nous avons eu plusieurs rendez-vous politiques avec par exemple M. Wang, le ministre de la Science et de la Recherche aujourd'hui, où nous avons parlé de véhicules électriques, nous avons parlé du développement de Michelin en Chine et nous avons parlé de la recherche. Nous avions rencontré auparavant M. Chang, le conseiller d'État aux affaires, des affaires étrangères, des affaires internationales, et là nous avons parlé des relations bilatérales. Donc de très bonnes relations bilatérales, nous avons un climat très positif. La visite du président Hollande a été un grand succès au printemps 2013 et nous attendons le président Xi Jinping au printemps 2014 en France pour célébrer les 50 ans de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine. Et comme vous avez dit, en 2014, nous fêterons le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Donc, quel est votre sentiment général sur ce demi-siècle des relations entre nos deux pays? Je pense que nos relations sont bonnes,
qu'elles ont été construites par tous les présidents de la République successifs. Je crois que l'amitié entre la Chine et la France est une valeur qui est supérieure, au fond, à nos équipes politiques qui se succèdent, mais qui conduisent dans la même direction cette amitié. Et puis, il y a des grandes étapes, naturellement, avec une meilleure connaissance de la civilisation chinoise, de grands écrivains, de grands peintres, l'opéra chinois. Et puis, il y a eu ici, en Chine, des événements considérables. Je pense à la réussite des Jeux Olympiques ou à cette passionnante, cette magnifique exposition universelle à Shanghai. Il y a donc eu beaucoup d'événements entre la France et la Chine et les peuples se sont rapprochés, se sont mieux compris et c'est pour ça, je crois que tous les jours, au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, la France et la Chine se consultent sur l'état du monde. Nous sommes des partenaires pour l'avenir et je crois que c'est une belle réussite des 50 dernières années. Et en avril de cette année, le président français François Hollande a visité la Chine. Que pensez-vous des relations diplomatiques bilatérales après la prise de fonction de ces deux nouveaux dirigeants de la Chine et de la France? Et que pensez-vous de l'avenir? Je suis très confiant. Le président François Hollande a été très bien reçu. Il a eu plus de 7 heures d'entretien avec le président Xi Jinping. Et les deux présidents, deux nouveaux présidents, je crois, ont établi une communication directe qui leur permet de pouvoir gérer ensemble les situations qui s'imposent à eux au niveau bilatéral, au niveau multilatéral. Donc je crois que notre coopération est positive. Nous attendons une visite du Premier ministre français en Chine, peut-être avant la fin de cette année, et il y a beaucoup de visites ministérielles qui sont également prévues dans les deux sens. Je pense aussi que nous avons, à l'occasion du 50e anniversaire de la déclaration du général de Gaulle, beaucoup de manifestations. Sur le plan culturel, nous allons développer beaucoup d'initiatives. Je pense à une très belle exposition que nous sommes en train de préparer entre le dialogue du thé et du vin. La Chine, pays du thé, mais qui aime le vin. La France, pays du vin, mais qui aime le thé, ont beaucoup de choses à se dire sur ce sujet. Et puis, il y aura de la coopération scientifique. Il y aura aussi de la coopération économique. Nous voulons faire un grand rassemblement l'année prochaine des PME. De très nombreuses PME, plusieurs centaines de PME françaises viendront célébrer les 50 ans d'amitié avec la Chine et rencontrer des PME, des petites et moyennes entreprises chinoises. Donc, beaucoup d'initiatives pour montrer que cette amitié, elle est vivante et elle est tournée vers le futur. Sur Weibo Tencent, le compte de Jean-Pierre Raffarin indique qu'il est ancien Premier ministre français et actuellement sénateur. Il compte aujourd'hui quelques 280 000 francs chinois. Chacun de ces postes est lu par plus de 10 000 personnes et bien qu'il écrive en français, ces postes reçoivent de nombreux commentaires d'internautes. Certains répondent en chinois, d'autres en français ou en anglais. Certains clament que la France ne doit pas envoyer de troupes en Syrie, d'autres demandent à Raffarin d'écrire en chinois. Pour Raffarin, son compte Weibo est une manière de rester en contact avec les jeunes. Et j'ai aussi remarqué que vous avez ouvert un compte de Weibo sur le site chinois de Tongxun. Donc, comment cette idée vous est-elle venue? Eh bien, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes Chinois qui sont des internautes et je pense que c'est une forme de communication avec la jeunesse chinoise. J'ai beaucoup d'intérêt pour les jeunes Chinois. Je vois qu'ils sont souvent bien formés, bien éduqués, qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits en matière d'éducation, d'ouverture sur le monde. Et je pense qu'il y a au fond de la jeunesse chinoise beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance dans l'avenir. Et c'est utile pour le monde. Et au fond, les jeunes du monde entier ont finalement l'avenir entre leurs mains. Et pour les jeunes Français, c'est très important de ce que peuvent penser les jeunes Chinois, de ce que peuvent dire les jeunes Chinois. Donc, je veux être en contact un peu avec la jeunesse chinoise, qui est aussi un peu la jeunesse du monde. Et j'ai découvert que l'un de vos derniers messages est sur l'investissement chinois en France. Il y a eu déjà 170 000
visite. Donc, est-ce que vous tenez compte de ces commentaires des internautes? Bien sûr, je tiens compte des commentaires des internautes. La difficulté, c'est que je ne parle pas la langue et donc je n'ai pas la même sensibilité que quand on parle la langue, mais je suis très, très attentif. C'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens, parce que je trouve que avec mes amis chinois, même si je ne comprends pas leurs mots, je comprends leurs yeux, je comprends leurs gestes, je comprends la façon de s'exprimer. Et entre le peuple français et le peuple chinois, il y a une forme de compréhension spontanée qui est une grande richesse pour l'amitié entre les deux pays. Est-ce que vous répondez quelquefois les questions posées par les internautes? Je l'ai fait quelquefois, mais je ne peux que difficilement le faire. Mais je suis un apprenti et je progresse et je vais progresser dans la pratique du Weibo. Donc, quel est le moyen que vous préférez pour communiquer avec le public chinois? Le face-à-face et le contact direct. Et je pense qu'on a besoin dans la civilisation humaine, qui est la civilisation de l'humanisme européen ou du confucianisme en Chine, on a besoin de voir les personnes. Et donc, je suis favorable au contact personnel et j'ai développé en Chine beaucoup d'amitié avec des jeunes, avec des personnes âgées, avec des grands artistes ou avec des gens très humbles rencontrés comme ça par hasard. Mais les personnes ont une vraie richesse intérieure. Et en Chine, on sait ce que c'est que la philosophie, on sait ce que c'est que la poésie, on sait ce que c'est que la profondeur. Et dans le Weibo, j'ai trouvé aussi des questions très intéressantes posées par les internautes. Il y en a qui a demandé si l'on ne pourrait pas baisser un peu le prix des vins Château Lafite ou des avions Airbus. Je pense que le vin est un produit de grande qualité et qu'il faut beaucoup de soins, surtout pour le transporter. Mais aux jeunes Chinois qui trouvent que le vin est trop cher, je lui dis, ben, tu n'as qu'à venir en France et tu verras le vin est moins cher quand il n'est pas transporté. Quant à l'Airbus, j'ai été avec le président Chirac, le Premier ministre, qui a décidé de faire une usine ici à Tianjin pour justement assembler l'Airbus sur le territoire chinois pour gagner en compétitivité et faire en sorte que l'Airbus soit moins cher. Et c'est peut-être une des raisons aujourd'hui du succès d'Airbus par rapport à son concurrent. La coopération sino-française dans cette matière aéronautique, comme dans le nucléaire par exemple, est très constructive. En 1964, la France du général de Gaulle est devenue la première puissance occidentale à reconnaître la République populaire de Chine. En 5 décennies, les deux pays se sont peu à peu rapprochés avec des hauts et des bas. À l'aube du nouveau millénaire, les échanges économiques entre les deux pays sont étroitement liés. La France est aujourd'hui le 4e partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne et le 2e pays exportateur de technologie en Chine. La Chine est quant à elle le premier partenaire commercial de la France en Asie et le 2e mondial pour les importations de la France. Le 25 avril 2013, le président français François Hollande est venu en visite d'État à Beijing et est devenu le premier dirigeant occidental à se rendre en Chine après la prise de fonction du nouveau gouvernement. Pour beaucoup de médias occidentaux, cette visite de Hollande avait pour objectif de stimuler le commerce et de réduire le déséquilibre commercial. Il a mené avec lui une délégation de 260 personnes, parmi lesquelles se trouvaient des membres du cabinet et 53 représentants de grandes entreprises des secteurs de la finance, de l'énergie, de l'environnement, etc. Comment stimuler des investissements chinois en France? C'est une question sur laquelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, a naturellement son mot à dire. Et tout à l'heure, on vient de parler des entreprises chinoises qui investissent en France. Donc, vous avez dit un jour que la crise de la dette en Europe est une bonne chance pour la Chine. Comment expliquez-vous cette phrase? Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises en Europe qui, face à la crise, ont dû se rassembler, ont dû grossir en se rassemblant à plusieurs entreprises. Elles se sont consolidées. Et comme nous sortons de la crise aujourd'hui, il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent avoir un nouvel avenir international, notamment si elles ont des capitaux internationaux.
C'est ce que nous venons de faire avec le groupe Fosun et avec le Club Méditerranée. C'est ce qu'a fait le CIC avec GDF Suez. Les investissements chinois dans des entreprises françaises permet d'internationaliser leur action et ainsi de développer les bons investissements gagnant-gagnant pour la Chine et pour la France. Et je souhaite qu'il y ait toujours la réciprocité, toujours l'équilibre, toujours l'harmonie, c'est-à-dire qu'il y ait des investissements chinois en France, mais aussi européens en Chine. Donc, quelles seraient vos propositions pour les entreprises chinoises qui ont l'intention d'investir en France? Je pense que c'est le moment d'investir. Je pense qu'il y a de bons professionnels de l'investissement en France et qu'il ne faut pas chercher des bénéfices sur le court terme, mais qu'il faut chercher le long terme ou le moyen terme. Et aujourd'hui, il y a des secteurs comme le tourisme, comme les transports, comme l'agroalimentaire, comme beaucoup d'activités liées notamment à ce qui est la ville durable, l'environnement, le fait qu'on parle en anglais par exemple de Smart City. Eh bien, toutes ces activités-là sont des activités très importantes en Europe et en France notamment. Les villes chinoises sont très belles, mais les villes françaises sont aussi très belles, très humaines. Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, Marseille sont des villes merveilleuses, humaines, où il y a beaucoup de technologie et où je crois il y a des choses utiles pour nos amis à Shenzhen, à Shenyang, à Chengdu, à Wuhan ou ailleurs. Et il n'y a pas très longtemps que les médias étrangers ont parlé du ralentissement de l'économie chinoise, mais je sais que vous avez un point de vue un peu différent. Donc, d'où vient votre confiance sur l'économie chinoise? D'abord, l'économie chinoise, c'est l'économie d'un très grand pays. Et donc, quand on parle d'une croissance de 7,5 ou de 8%, on oublie que le Sichuan est une province qui est grande comme l'Allemagne et qui a presque 13% de croissance. Donc, la géographie chinoise fait que ce grand pays ne peut pas être comparé à aucun autre. Et ce que je crois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de courage populaire pour se mobiliser, pour travailler. Et au fond, qu'en Chine, quand il y a des difficultés, il y a souvent un sursaut populaire pour faire face aux difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles orientations du 12e plan, par exemple une croissance plus inclusive, toutes ces orientations nouvelles vers la qualité de la vie, vers l'augmentation du pouvoir d'achat, vers l'augmentation des salaires, vers la sécurité sociale, toute cette amélioration sociale qui est toujours très longue et très lente, bien sûr, mais partout on progresse en matière de développement social, on fait en sorte que la société change un peu. Et donc, dans ces périodes de mutation, il est, je crois, très important d'avoir confiance. Et personnellement, j'ai confiance dans cette, finalement, mutation de la Chine au XXIe siècle. Et la France et la Chine sont deux pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, en ce qui concerne les problèmes internationaux, comment on fait pour renforcer la coopération entre nos deux pays? Je pense qu'il faut beaucoup se parler et se voir régulièrement. C'est tout le sens du partenariat global stratégique. Je pense que sur les sujets d'économie et de finances, nous avons beaucoup progressé. Et finalement, les événements sur l'appréciation du yuan, finalement, ont donné raison à la Chine et à la France. Et on voit bien que d'autres pays ont provoqué un certain nombre de dévaluations compétitives et que progressivement, le yuan s'est réapprécié. Et donc, la position qui était celle de la France et celle de la Chine était une position juste, mais parce qu'on avait beaucoup discuté, beaucoup réfléchi ensemble. Donc, je pense qu'il faut faire en sorte que toujours on se parle, même quand on n'est pas forcément d'accord, même si sur la Syrie, même si sur l'Iran, il y a des différences d'appréciation. Ce qui est très important, c'est que la France et la Chine choisissent toujours la solution politique, le dialogue. Et tant qu'il y a dialogue, il n'y a pas de guerre. Et ce qui est très important dans le monde aujourd'hui, c'est que la Chine est forte, mais elle est pacifique. Et la France aussi se veut pacifique. Et donc, il faut chercher les voies de la paix
par le dialogue. C'est ça le message sino-français, la paix par le dialogue. Et ça, c'est une cause que nous avons en commun. Et après le 18e Assemblée populaire nationale de la Chine, le nouveau président chinois Xi Jinping a lancé une notion du rêve chinois. Donc, que pensez-vous du rêve chinois? Je pense que la poésie, le rêve est dans la culture chinoise. Tous les grands peintres qui ont toujours peint des montagnes avec de l'eau et des barques, avec un peu de brume, avec des fleurs, qui parlent de la joie du printemps et la tristesse de l'automne. Je pense que cette dimension culturelle, elle est dans la civilisation chinoise et qu'il n'y a pas de culture sans rêve, sans vouloir être un jour plus grand que soi, sans vouloir être plus fort que ce que l'on est, sans croire dans cette capacité que peut avoir le ciel ou quiconque d'organiser un peu le futur. Et donc la perspective d'un rêve, c'est, je crois, très important pour un peuple. Et au fond, il faut aujourd'hui apporter des progrès matériels, comme des salaires meilleurs, comme des conditions de travail meilleures, comme un meilleur accès aux soins, à la santé, aux retraites. Mais il faut aussi créer une perspective, créer une vision, créer une grande ambition. C'est ça qu'a apporté à la France le général de Gaulle, donner une grande ambition. Et au fond, le général de Gaulle avait créé le rêve français. Donc nous, Français, on est bien placés pour comprendre ce que peut être le rêve chinois. Donc notre émission touche à sa fin. Merci M. Ravarin d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite un très bon séjour en Chine. C'est ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.